Bonjour à tous, moi c'est Michel. Et moi, Quentin. Ce qui fait Quentin et Michel. Et là, votre inconscient vous rappelle probablement les célèbres success stories que sont Michel et Augustin. Ou Jackie et Michel. Je vois qu'il y a des connaisseurs dans la salle, ça fait plaisir. Bon, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, on n'est pas venu vous parler de petits biscuits, mais bel et bien de mutation du marché du travail. Et on est venu illustrer ce changement en vous partageant notre histoire, celle de deux indépendants qui ont décidé de s'affranchir de tous les codes du salariat, c'est-à-dire la fin notamment d'un respect ô combien incommensurable de la hiérarchie et de la fin des process. Bref, vous allez voir, on a tout pour réussir. Comme vous avez pu remarquer, j'ai un petit accent. Cet accent, ce n'est pas un accent toulousain prononcé, et encore moins un accent ch'ti. Je suis né en Colombie, dans le pays de Pablo Escobar pour les fans de Netflix et des clichés. J'ai vécu en Uruguay et en Argentine, évidemment en pleine crise économique. Et ensuite, je me suis dit pourquoi pas partir en Inde, un des pays les plus pauvres au monde. Bref, j'avais tout pour réussir. Bah moi, contrairement à Michel, j'ai pas fait le tour du monde, mais je connais très bien les plus grandes métropoles françaises et ses plus belles régions, le Larzac, le Cantal et évidemment l'Île-de-France où j'y ai fait toute ma scolarité. Mais n'étant pas très bon élève, eh bien j'ai intégré le plus mauvais lycée parisien et probablement l'un des plus mauvais lycées français en termes de réussite au bac. Bref, comme Michel, j'avais tout pour réussir. Deux histoires sont liées en parents, mais qui finalement se ressemblent à un endroit très précis. Une frustration à l'école. Comme Quentin, moi j'ai pas été très bon élève à l'école. D'ailleurs, j'ai failli redoubler à plusieurs reprises. Je m'en souviens encore, mon directeur, à l'époque, me dire que j'avais pas les compétences nécessaires pour réussir, que j'étais pas au niveau, et qui me conseillait fortement de redoubler. Alors j'avais le choix, j'ai choisi de continuer. Et je profite de ce moment pour le saluer. Bon, on s'est aperçu que le système, en fin de compte, il n'était que très peu collaboratif. Or, la collaboration, le travail en équipe, ça fait clairement partie de ce qu'on appelle les soft skills. Et les soft skills, c'est les compétences clés à maîtriser dans le monde d'aujourd'hui, mais évidemment dans le monde de demain. Moi, les seuls moments où je collaborais, quand j'étais au lycée, c'était durant les contrôles. Et n'étant pas très bon élève, eh bien, je regardais à gauche, je regardais à droite. Bon bref, je trichais. De temps en temps, ça marchait, puis de temps en temps, j'avais zéro. Moi, j'adorais collaborer à l'école. Alors, c'était que pendant les récrés et les cours de sport où il fallait faire des équipes pour jouer au foot. Alors là, on collaborait. Bizarrement, à l'époque, on me comparait avec Messi. Je ne sais pas pourquoi. Bon, on s'est aperçu qu'il y avait une vraie inadéquation entre la production de savoir et le marché du travail. 24%. 24%, c'est le nombre de jeunes qui sont au chômage. Ça montre bien que l'école, elle ne forme plus au métier d'aujourd'hui et évidemment plus au métier de demain. Et c'est malheureux parce que cette école, elle est censée transformer un pays. Mais comment est-ce que vous voulez transformer un pays et les méthodes d'enseignement alors que cette école, elle n'a pas évolué depuis 250 ans? Et ça, c'est très bien résumé à travers la slide qui va être défilée. Non, bon c'est pas grave, petit problème technique. En gros, Gasparov, il le dit très très bien, il dit que si une personne des années 60 se réveillait aujourd'hui, il n'y comprendra rien. Il n'y comprendra rien parce que tout aurait changé. Tout, sauf l'éducation. Moi, ce que j'ai pas aimé de l'école, c'est qu'elle vise à sanctionner les étudiants à travers des notes. Elle forme donc des profils standards. Ce que nous, on appelle les clones, qui vont débarquer dans le monde du travail, incapables de s'insurger contre la hiérarchie, leur boss, leur process. Heureusement, il y a un changement qui est en train de s'opérer, mais il est lent, très lent, même trop lent. Cette frustration à l'école est devenue ma source de motivation au quotidien. Je voulais montrer aux autres que j'étais capable de faire ce qu'eux ignoraient. J'avais une seule envie. Créer mon entreprise, prendre mes propres choix, être mon propre patron et ne pas suivre ou même subir les décisions des grands patrons, des grands groupes. Alors ce chemin a commencé après l'école, là où j'ai choisi de suivre gestion d'entreprise. Là où les autres étaient par défaut, moi c'était ma vocation. Ensuite, j'ai fait une première expérience en Inde
Et pour finir, j'ai décidé d'intégrer le Master 2 Innovation et Management des nouvelles technologies, là où j'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer Quentin Jambrozic. Et là, la connivence, elle a tout de suite sauté aux yeux. Bien que nous venions, Michel et moi, d'horizons totalement différents, on avait un objectif commun, celui de devenir indépendant. Mais pour devenir indépendant, il fallait encore une fois s'affranchir des dernières contraintes universitaires, c'est-à-dire valider notre stage. Et de notre stage, on se souvient de beaucoup de choses, à commencer par l'entreprise, le nom de l'entreprise où nous étions employés à l'époque, et les postes que nous occupions. Michel, il était chef de projet dans le secteur de la data, et moi j'étais chef de projet, et excusez du peu, à la direction de l'innovation. Bon, en arrivant, je me suis tout de suite aperçu que c'était très pyramidal, très normé et très processé. Mais la chance que j'ai eue, c'est que j'avais un tuteur qui m'a vraiment fait monter en compétence sur le sujet des nouvelles méthodologies, des nouvelles technologies et de ce qu'on appelle notamment le management et les soft skills. Mais ma frustration, elle venait principalement que pour chaque projet, il fallait avoir l'accord du N+1, du N+2, du N+3, du N+4, du N+5. Bref, de quasiment toute l'entreprise. Et donc, tous les projets prenaient beaucoup de temps. Et c'est bien ça, en fin de compte, le problème de ce type d'entreprises qui sont issues du modèle Fordiste. Elles appliquent ce qu'on appelle le One Best Way. Ça sous-entend qu'il n'y a évidemment qu'une seule bonne démarche, la bonne. Ce qui laisse que très peu de place à votre créativité. Et en fin de compte, les entreprises, qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent de faire pérenniser l'existant. En fin de compte, une entreprise, elle fait toujours comme elle a toujours fait. Oui, normal, elle a toujours fait comme ça. Après notre stage, on s'est tout de suite aperçu qu'on n'était pas fait pour la vie de salariat. On s'est retrouvés les deux à se poser la même question au même moment. On savait qu'on voulait créer quelque chose ensemble, mais on ne savait pas quel chemin prendre. Du coup, à l'époque, tous les chemins étaient bons à tester. On a commencé par un très simple, trouver des projets en France et les faire outsourcer à l'international, là où nous, on avait tous les contacts nécessaires pour mener à bien un projet de bout en bout. En Inde, en Espagne, au Mexique, en Colombie, en Uruguay, en Argentine, bref, partout. Du coup, on a commencé à créer des profils aussi divers que variés dans toutes les plateformes qu'on connaissait. Un jour, on était designer, l'autre jour, on était développeur, le troisième jour, on était peintre, ensuite, on était les trois en même temps. Bref, on a créé plein de profils dans toutes les plateformes qu'on connaissait, Malte, Upwork, freelance.com, bref, partout. Et à vrai dire, ça n'a pas du tout fonctionné. Non. On a eu un premier entretien, un deuxième entretien, un troisième entretien, et notamment un entretien qui était très marrant et aussi qui nous a marqué, celui de Monsieur Tournesol. Alors évidemment, Monsieur Tournesol, c'est un pseudonyme qu'on lui a donné parce qu'il avait un côté un peu savant fou, comme Trifon dans la BD de Tintin. Et donc ce Monsieur Tournesol, il contacte Michel sur l'une des plateformes. Et dès la lecture du message, je me suis aperçu et je me suis dit, il y a anguille sous roche. Mais Michel, débordant d'enthousiasme comme à son habitude et qui m'a encouragé, allez, Quentin, on y va. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On y est allé. Ça a pris 2 heures de train et on est arrivé dans un bled un petit peu paumé, rue des Petits Oiseaux. Et il nous a accueillis dans son garage qui était selon lui un haut lieu de l'innovation. Bon, il y avait simplement une connexion internet filaire et une imprimante. Et à mon avis, il avait tronqué son tam-tam et son tatou contre un smartphone depuis très peu de temps. Bon, on parle avec lui parce qu'il était sympathique. Et en fin de compte, on s'aperçoit qu'il a un besoin qui est très classique. C'est avoir une meilleure visibilité sur les réseaux sociaux et construire une stratégie commerciale très claire. Donc on continue cette conversation et à la fin, évidemment, on rentre chez nous. Ça prend 2 heures. Et avec Michel, on se regarde et on se dit, mais qu'est-ce qu'on fout là, quoi? Qu'est-ce qu'on fout là? On pourrait totalement allouer notre temps dans des tâches à plus forte valeur ajoutée et surtout à des tâches qu'on aimerait vraiment faire. Et du coup, on s'est dit, il faut pivoter et c'est ce qu'on a fait. Du coup, on a complètement changé de stratégie. On s'est dit, pourquoi essayer de vendre d'autres personnes alors qu'on ne s'est même pas vendu nous-mêmes? Du coup, on crée 2 profils spécialisés dans les nouvelles technologies et les nouvelles méthodologies. Et c'est là que... Banco! Ça a super bien marché. On a été contacté pour animer un workshop dans le secteur des nouvelles technologies. Et comme ça s'est bien passé, il nous a rappelé une fois, une deuxième fois, et demain, qui sait, peut-être une 4e, une 5e ou une 6e fois. Cette mission était vraiment très intéressante.
mais aussi très courtes, ce qui ne nous permettait pas d'avoir finalement une stabilité financière. Et à la fin de chaque mois, on se retrouvait à payer un loyer et à galérer de nouveau. À vrai dire, on a eu pas mal de chance parce que très peu de temps après, une nouvelle personne nous contacte. Surtout nous rencontrer. La mission, acculturer une grosse entreprise aux nouvelles technologies et nouvelles méthodologies. Du coup, nous, comme on aime bien faire de manière très classique, de manière très processée et faire toujours comme on a toujours fait, on s'est pointé à deux alors qu'il attendait une seule personne. Et à vrai dire, il a vraiment kiffé cette démarche. Il cherchait une personne différente, il en a eu deux. Et pour vous illustrer, voilà la photo de notre premier jour. On nous a demandé de se présenter dans les réseaux sociaux de l'entreprise, Yammer, où tout le monde se présente de manière très classique. Nous, on s'est présenté comme ça. C'est vrai qu'une photo comme ça, normalement, je pense que vous utilisez tous les réseaux sociaux et il y a beaucoup d'informations. Et en règle générale, vous lisez les articles qui vous plaisent le plus ou les photos qui peuvent éventuellement sortir des habitudes, je dirais des traditions. Et dans notre entreprise dans laquelle nous étions, je peux vous assurer que ça a un peu cassé les codes. Et l'avantage, c'est que ça nous a permis en fait d'être identifiés. Et on a gagné beaucoup de temps. Alors, je ne sais pas si ici vous travaillez avec des consultants indépendants ou non, mais certains vont me dire que le statut de consultant indépendant, ça revêt, je dirais, un caractère un petit peu anxiogène du fait de ne pas avoir de salaire régulier. C'est vrai. Mais, quitte à choisir, je referai exactement la même chose parce qu'on a vu comment ça se passait dans les boîtes de conseil classiques. Et donc, il y a une sorte de système de caste. C'est-à-dire que vous commencez en tant que consultant junior. Bien joli terme. En gros, vous êtes consultant subalterne. Vous travaillez 32 heures sur 24 et évidemment, vous faites tout le sale taf que votre manager et votre senior ne veulent pas faire. Au bout de 2 ans, quelques nuits blanches et des cernes jusqu'ici, vous devenez non pas senior, mais confirmé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire confirmé ? Confirmé, ça veut dire qu'on vous confirme dans votre statut. En gros, vous allez faire exactement le même travail, mais vous allez être vendu un petit peu plus cher auprès de vos clients. Voilà. Comment est-ce qu'un consultant classique parle ? Ah, et tu vas nous le dire, Michel. Alors, il parle comme ça. On souhaite upskiller les populations marketing lors de notre hackathon de manière en utilisant l'agilité, le design thinking et de tout ça de manière très frugale. Bon, vous l'avez compris, il y a beaucoup de bullshit. Et évidemment, on grossit les traits. C'est le but. Mais en vrai, il y a un petit fond, c'est-à-dire que le consultant classique, il ne peut pas choisir sa mission. C'est-à-dire qu'il va aller dans des missions chez un client et de temps en temps, les missions ne l'intéressent pas du tout. Au contraire du consultant indépendant qui, lui, va se diriger vers les missions et les entreprises, évidemment, qu'il aime le plus. Donc, en règle générale, il sera meilleur et évidemment plus productif. Notre histoire, finalement, n'est qu'un reflet d'une tendance de marché. Le chiffre que vous voyez derrière, c'est le nombre de freelances qu'il y a aujourd'hui en France. Plus de 800 000 freelances en France. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce chiffre a évolué de 130% les 10 dernières années. 130%. Et ce phénomène, ce n'est pas un phénomène made in France, c'est un phénomène qu'on trouve à l'international. On peut donner l'exemple, par exemple, des États-Unis, où la main-d'œuvre, on estime que pour 2020, 50% de la main-d'œuvre sera freelance. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que 88% d'eux disent d'être par choix. Et après coup, on se pose la question, pourquoi ? Pourquoi on est arrivé ici? Pourquoi nous? Comment est-ce qu'on a fait? Quel chemin on a pris? Pourquoi nous, quand, finalement, on nous avait dit dès notre plus jeune âge qu'on n'allait pas réussir, que la réussite n'était pas faite pour nous? Alors, c'est là où on s'est rendu compte que la différence, finalement, ne se joue pas sur les hard skills. Les hard skills qui sont prises en compte dans les notes de l'école sont plutôt sur les soft skills. Et voilà nos 4 clés. En commençant par l'humour. Je suis sûr qu'après ce TED, si je vous dis merci qui? Merci Quentin et Michel. Vous allez vous rappeler merci qui? Encore une fois, merci qui?
Bon, on n'est pas au stade, on va s'arrêter ici. On utilise l'humour pour faire passer des messages. Ensuite, la créativité. La créativité qui nous permet de trouver de nouvelles solutions à des problèmes complexes, des solutions innovantes, de pouvoir rebondir sur nos pas et pivoter. Ce qui nous a permis finalement de se rendre compte qu'on n'était pas du tout vers le bon chemin et finalement trouver le nôtre. Ensuite, l'audace. L'audace qui nous permet de vaincre cette peur de faire le pas du freelancing, cette peur de savoir qu'on va vers le bon chemin, même si on ne l'a pas encore atteint, et savoir qu'on a un loyer à payer à la fin du mois. Cette audace nous permet de continuer vers là où on veut aller. Et finalement, le collectif. Et quand je parle de collectif, je parle de travail en équipe et je parle aussi de binôme. À la fin de ce TED Show, quand vous allez rentrer chez vous, pensez à une seule chose, à développer vos soft skills. Merci.